Bonjour Julie Pellet, vous êtes connectée avec nous en visio pour votre grande interview. Merci beaucoup. Alors vous allez nous permettre de comprendre ce qui se passe de l'autre côté du miroir, la fabrique en coulisses de ce qui fait avancer, de ce qui fait même s'envoler un réseau social. Vous êtes responsable du développement d'Instagram en Europe du Sud. En quoi consiste votre travail? D'abord en quelques mots. Bonjour à vous. Écoutez, oui, j'ai la chance de travailler pour Instagram depuis maintenant 4 ans et d'accompagner son développement en Europe du Sud. Donc, je suis en contact, moi, directement avec les équipes qui sont au global et notamment aux États-Unis pour offrir toutes les solutions pour nos marchés et être sûr qu'on puisse aussi écouter ce qui se passe dans les pays internationaux pour améliorer nos outils, nos fonctionnalités et aider notre communauté à progresser sur la plateforme. Alors, je l'évoquais au sommaire en présentant cette grande interview. Il se passe des choses en ce moment sur Instagram avec les marques. Quelle place occupent-elles aujourd'hui sur le réseau social? J'ai découvert, moi, à travers vos chiffres, que plus de 90% sur Instagram suivent une entreprise. Comment l'expliquez-vous? Exactement. Alors, les entreprises, elles ont toujours fait partie de notre communauté. Je pense que c'est une communauté à part entière, mais où nos utilisateurs sont vraiment très heureux de pouvoir échanger avec eux. On parle un peu de l'évolution d'Instagram, vous le savez peut-être, mais cette année, on a fêté nos 10 ans. Donc, Instagram, en 10 ans, forcément, a aussi évolué. C'était plutôt une plateforme sur laquelle on partageait des photos auparavant. Aujourd'hui, c'est plutôt une plateforme où on vient partager qui on est. Et quand on parle de qui on est, on partage forcément un peu sa personnalité et du coup, nos centres d'intérêt, les passions qui nous animent. Et les marques font partie de ces centres d'intérêt. Donc, si je suis intéressée par la mode, forcément, je vais me connecter aussi à des marques de mode. Si je suis intéressée par le sport, je vais me connecter aussi à des marques de sport. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une place pour toutes les marques et elles sont capables d'exprimer non seulement leur ADN de marque et les valeurs qu'elles supportent, mais aussi de mettre en avant leurs produits. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'interactions entre les utilisateurs et les marques sur la plateforme. Et alors, en termes d'espace occupé sur le réseau social, quelle est la proportion entre des utilisateurs qui viennent à titre privé et des utilisateurs qui viennent pour faire la promotion de leurs produits ? Alors, on n'a pas le chiffre sur Instagram directement, mais en revanche, quand on regarde Instagram et Facebook, on a plus de 200 millions d'entreprises qui sont présentes sur nos deux plateformes. Donc, bien entendu, c'est un chiffre qui est assez énorme et qui permet justement à chacune des entreprises de pouvoir trouver un moyen de s'exprimer et de rentrer en contact avec sa communauté. Alors j'imagine que c'est d'autant plus difficile de faire la différence entre les deux que y a aussi des marques qui émergent sur Instagram. C'est-à-dire qu'on peut être au départ un Instagrammeur ou une Instagrammeuse et devenir un Instapreneur ou une Instapreneuse. Est-ce que vous avez des exemples de marques qui sont nées comme ça sur votre réseau social ? Oui, bien sûr. En gros, on les appelle un peu les instapreneurs. C'est un nom qui vient vraiment de la part de ces marques et des utilisateurs qui sont sur Instagram. C'est soit des marques qui ont complètement émergé sur la plateforme et comme vous le disiez, ça peut être à la fois peut-être une personne qui était un créateur de contenu ou un influenceur et qui a voulu utiliser la plateforme pour aller encore plus loin et lancer sa marque. Ça peut être aussi une marque qui juste décide et qui finalement élit Instagram comme sa première plateforme pour pouvoir se développer, sa plateforme marketing. Mais ça peut être aussi des marques qui sont déjà fortes et qui sont déjà créées en dehors d'Instagram, mais qui décident de se développer via la plateforme. On a pas mal de marques qui, en tout cas, ont réussi à exploser et à émerger via la plateforme. Je vous en donne quelques-unes, mais par exemple, Maison Château Rouge, qui est une marque française parisienne qui est née justement dans le quartier Château Rouge. Youssouf Fofana, qu'on a eu la chance d'accueillir justement sur notre podcast et qui a émergé grâce à Instagram et qui aujourd'hui, grâce à sa présence, a réussi à faire des collaborations avec Nike, par exemple, à sortir une collection de sneakers spécifique qui a été sold out en quelques heures. Donc, c'est le pouvoir de la communauté, c'est le pouvoir de pouvoir aussi rentrer avec d'autres marques sur la plateforme qui permet de créer finalement des opportunités pour ces nouvelles marques d'émerger et de pouvoir grossir de la même manière que d'autres marques qui sont déjà très établies. Et alors, est-ce que c'est le même travail d'être un instapreneur ou de tenir un site d'e-commerce? Quel est le type d'activité qu'ils ont sur Instagram ?
Alors l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, les instapreneurs, la plupart du temps, ce sont justement des entreprises qui ont pris le tournant du digital et qui souvent sont nées sur le digital. Donc aujourd'hui, notamment en France, comme nous, on ne propose pas encore la fonctionnalité de pouvoir faire la transaction sur Instagram pour notre marché, ces entreprises-là, elles ont besoin d'avoir un moyen de pouvoir vendre ailleurs. Et donc, elles le vendent via, la plupart du temps, leur site e-commerce. On est en pleine évolution et donc depuis un an maintenant, on est en train de lancer justement des nouveaux outils, mais qu'on teste aux États-Unis d'abord avant que ça vienne sur nos marchés, qui sont le fait de faire des transactions justement directement sur Instagram, mais pour l'instant, ce n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc ces entreprises-là, dans tous les cas, elles ont un site e-commerce, mais c'est juste que l'audience, leur capacité à se faire découvrir et à générer peut-être des nouvelles audiences pour leur marque, ça se fait sur Instagram, parce que finalement, Instagram aujourd'hui, c'est devenu un carrefour d'audience. Les gens se retrouvent sur la plateforme pour partager du contenu, pour interagir, pour s'exprimer aussi. Et donc, du coup, elles vont rentrer en contact avec ces marques-là. Et ensuite, si elles sont intéressées, bien entendu, nous, on a mis à disposition des marques, des outils spécifiques pour qu'elles puissent rediriger leur clientèle directement sur leur site Internet afin de faire une transaction. Justement, est-ce qu'ils ont des indicateurs? Est-ce qu'il y a des bons indicateurs de performance pour les marques sur le réseau social? C'est juste la notoriété, l'audience, le nombre de gens qui suivent? Alors, ça va dépendre de leur stratégie. En fait, sur Instagram, souvent, pour une marque notamment, on va regarder à la fois leur présence organique et les interactions et comment elles arrivent à construire leur communauté auprès de leur marque. Et c'est une façon de travailler sa préférence de marque. Et de l'autre côté, bien entendu, plutôt dans le bas de funnel, on va parler plutôt de KPI, de performance. Et donc, du coup, quels sont le nombre de personnes qu'on va rediriger vers leur site Internet, combien de transactions sont effectuées sur leur site Internet, etc. Donc, on travaille sur ces deux types d'insight, en tout cas je suis désolée pour le franglais, mais de KPI pour qu'elles puissent traquer et être sûres avoir des bonnes performances, en tout cas pour leur site. Je vous donne un exemple parce que je pense que c'est un exemple aussi très concret. Camille Rioux, qui est la fondatrice de Louis-Etu, donc une marque de bijoux, notamment parisien, mais qui est en train de justement élargir sa présence sur d'autres marchés. On l'a reçue sur notre podcast, ça devait être en février ou mars cette année, c'était juste avant le confinement, et elle nous disait que pour sa dernière collection qu'elle a lancée en début d'année, il a fallu 27 minutes pour qu'en fait toute sa collection soit sold out. Et seulement en postant organiquement ses produits sur Instagram. Donc, on a les moyens et les outils de faire connaître justement les produits d'une marque et de envoyer du trafic directement sur le site Internet pour leur permettre de réaliser des transactions. Du coup, Julie Pellet, la prochaine étape, c'est de devenir une plateforme de e-commerce. On voit bien, il y a une vraie tendance, de toute façon, au niveau global, d'aller vers ce social commerce qui existe de manière très forte, très puissante en Chine. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que demain, on n'ira plus, on ne passera plus justement par ces passerelles qui font qu'on doit aller du réseau social vers le site de e-commerce? On pourra tout faire directement ou sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Oui, c'est l'ambition. En gros, l'ambition entre guillemets de transaction et de e-commerce, elle existe depuis plusieurs années, puisqu'en fait, dès que les marques ont commencé à utiliser Instagram, le lien avec la communauté était déjà tellement fort que les marques recevaient déjà des messages pour savoir voilà, si telle ou telle taille était disponible sur un produit ou où est-ce qu'ils pouvaient acheter ce produit. Donc, sur les dernières années, et notamment depuis 2 ans, on investit beaucoup plus dans des nouvelles fonctionnalités pour justement aider les marques à faire connaître leurs produits et à pouvoir rediriger leur clientèle vers leur site Internet pour le moment. Oui, mais alors justement, comment est-ce que concrètement ça se passe? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui semble un peu naturel, en fait, qui se crée, d'aller vers du shopping, vers du social commerce. Vous l'accompagnez, on voit bien que vous mettez en place des outils, également des indicateurs de performance. Mais comment expliquer alors que ça prenne autant de temps? Pourquoi on ne peut pas tout de suite en faire une plateforme sur laquelle on achète? Alors, c'est ce qu'on est en train de faire aux États-Unis. En fait, depuis 1 an, on est en train de tester cette nouvelle fonctionnalité de pouvoir
payer directement sur Instagram pour se procurer un produit. Alors pourquoi c'est si fait long qu'on à est en arriver train de le lancer à l'international, ça prend un peu de temps pour être sûr d'avoir une expérience utilisateur qui soit la meilleure possible. Et notamment, ce qu'on travaille, c'est aussi une utilisation qui soit sans friction. Parce qu'aujourd'hui, un utilisateur, forcément, la plupart du temps, il est sur son téléphone portable. Et donc, c'est comment on arrive à améliorer cette expérience sur un mobile, notamment quand on parle de shopping. Donc, on essaye de prendre en compte tous les feedbacks. On travaille avec des marques justement pour tester justement ces nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer cette expérience avant de le lancer à l'international. Donc, on est dans cette période de test en ce moment aux États-Unis. Mais bien entendu, notre idéal et notre ambition, c'est de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et de lui permettre de la découverte d'un produit à la transaction, que tout puisse se passer en quelques clics directement depuis son mobile. Donc là, il y a une accélération qui est en train de se faire sur cette évolution du réseau social, on l'entend bien. Est-ce qu'il y a, vous parlez du problème de la friction, éviter cette friction au moment de l'achat, est-ce qu'il y a aussi une question de comment éviter que ça dénature finalement ce qu'est le réseau social à l'origine, c'est-à-dire une plateforme de partage entre des utilisateurs qui le font par goût, par affinité, avec leurs amis, avec un public assez proche. Comment éviter que le commerce ne dénature cette relation et peut-être même la raison d'être d'Instagram ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les marques, en fait, comme elles font partie de notre communauté depuis le début, je pense, les utilisateurs, en fait, ont l'habitude d'interagir avec ces marques et justement, elles ont envie de pouvoir interagir avec ces marques-là. En gros, acheter et se procurer des objets, ça fait partie aussi de notre quotidien. Donc, le shopping, c'est un petit peu notre façon d'avoir une rue marchande en physique et comment on représente cette rue marchande digitale sur Instagram. Donc, on a des résultats très très positifs de la part de nos utilisateurs. Au contraire, en revanche, pour que justement ça ne devienne peut-être pas une plateforme commerciale comme vous le suggérez, c'est plutôt de montrer comment on est capable nous de créer des fonctionnalités qui soient le plus fluides possible et qui n'empêchent pas finalement l'expérience de l'utilisateur d'une manière très naturelle. Donc les outils ou les fonctionnalités qu'on met à disposition des marques, elles sont vraiment faites pour que si l'utilisateur lui-même veut aller plus loin, dans ce cas-là, il a des fonctionnalités sur lesquelles il va pouvoir cliquer assez rapidement et aller beaucoup plus loin dans son parcours d'achat. Mais tout ça reste très suggestif et donc du coup, ça permet d'avoir toujours une expérience très fluide pour l'utilisateur. On est très à l'écoute en fait de cette expérience utilisateur. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des conseils à partager, des conseils pratiques avec nous si on veut gagner en influence sur Instagram ? Ah oui, bien sûr. Je pense qu'il y a la première des choses qu'on répète et qu'on essaye d'encourager la plupart du temps, c'est l'authenticité. Je pense que sur Instagram, aujourd'hui, si on veut avoir une présence et surtout une présence long terme, il faut être le plus authentique possible et le plus intègre possible. C'est ce qui permet de pérenniser son audience et d'être assez juste pour que justement une communauté décide de vous suivre. Donc ça, c'est la première règle, entre guillemets, à respecter. La deuxième règle, c'est la création de contenu. Forcément, on est sur une plateforme où le contenu est roi. Donc, il faut avoir cette régularité, cette fréquence, donner des rendez-vous aux membres de sa communauté, aux personnes qui nous suivent. Donc, le contenu est vraiment très, très important. Et ensuite, je dirais que peut-être le troisième conseil, c'est absolument essayer toutes les fonctionnalités qu'on lance. Vous avez pu le voir, mais récemment, on vient de relancer Reels. L'année d'avant, on a lancé IGTV. Donc, on lance beaucoup de nouveaux outils, notamment sur la vidéo. Et ça, c'est un peu un tournant aussi à prendre sur dès qu'il y a de l'innovation, il ne faut pas hésiter à utiliser ces nouveaux outils, ces nouvelles fonctionnalités pour pouvoir se créer une audience et essayer de tester, de voir comment ça marche auprès de ses followers. Il y a une prime aux early adopters, donc. Toujours. C'est-à-dire que forcément, quand quelque chose est nouveau, il y a moins de personnes qui l'utilisent peut-être au départ. Et donc, du coup, c'est aussi un avantage de pouvoir tester en avant-première. Alors, avant de vous occuper d'Instagram, vous travaillez directement pour la maison mère, pour Facebook. Comment est-ce qu'on fait justement pour rentrer dans une grande maison comme ça ?
Et oui, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille chez Facebook, donc je connais très bien la maison. Écoutez, j'ai eu peut-être la chance, je sais pas, l'opportunité, en tout cas, de postuler directement sur le site de Facebook. Il y a un site carrière, tout simplement. Je connaissais personne dans cette entreprise et mon CV a été retenu. Je suis partie faire les entretiens et j'ai été embauchée à peu près un peu plus de 10 ans. Donc voilà, c'était une aventure assez incroyable de pouvoir découvrir surtout la progression et l'évolution de cette entreprise qui, quand je l'ai rejoint, elle n'était qu'une start-up. Et on passe de nombreux entretiens en français, en anglais. C'est quand même, le parcours est difficile. Oui, après, je pense dans beaucoup d'entreprises, forcément, on rencontre pas mal de personnes à différents niveaux, dans différentes fonctions avant d'être embauché. Pareil, si on a envie de changer forcément de poste au sein de l'entreprise, c'est un peu le même parcours, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'entretiens à passer, mais c'est aussi une façon de pouvoir évoluer et d'avoir des opportunités dans une entreprise qui est aujourd'hui internationale et qui offre des possibilités dans plusieurs pays. Je pense que vous n'êtes pas la seule à en rêver. Alors, on ne va pas parler davantage de Facebook ensemble parce que je sais que de toute façon, ce n'est plus votre champ d'activité et que vous ne commenterez pas l'actualité à ce sujet. Mais je vais quand même vous poser une question sur le positionnement d'Instagram par rapport à Facebook. Parce que finalement, c'est un réseau social dans un autre réseau social. Est-ce qu'on s'autorise une certaine concurrence ? On s'autorise une certaine indépendance, je dirais plutôt. On a notre propre CEO, Adam Mosseri, qui est à la tête d'Instagram aujourd'hui. Il y a des équipes particulières qui travaillent sur Instagram. Par contre, on va collaborer énormément avec Facebook. Et donc, du coup, je pense que chaque plateforme aujourd'hui essaye de prendre le mieux de l'innovation qu'on essaye de développer. Donc, c'est plutôt un échange à la fois de fonctionnalités ou de bonnes pratiques qui permet finalement les deux réseaux de pouvoir s'améliorer. Donc c'est Facebook forcément, c'est le grand frère, et Instagram je dirais que c'est la petite sœur, mais on apprend des deux plateformes et on collabore bien entendu main dans la main pour faire évoluer les deux entreprises. Est-ce que vous avez des fonctionnalités à nous annoncer en avant-première avant même de les avoir partagées avec Facebook ? Non, mais souvent, il y a des choses qui sont lancées, bien entendu, en avant-première sur Instagram. Reels, par exemple, qu'on vient de lancer, qui sont des formats courts de vidéos, aujourd'hui qui font 30 secondes, mais quand on l'a lancé, ça faisait 15 secondes, et qui permettent justement d'éditer et d'avoir des vidéos assez j'allais dire, divertissantes. C'est quelque chose qu'on teste en ce moment sur Instagram et qui n'est pas encore disponible sur Facebook. Donc, il y a aussi une personnalité et une envie de garder ce qui fait un petit peu l'ADN de chacune des plateformes. Et donc, par exemple, ce format est un des formats qu'on est en train de tester en ce moment sur Instagram. Et alors, on va revenir assez brièvement, mais comment se sont passés les derniers mois qui ont été marqués par des confinements et donc un accroissement aussi des usages sur les réseaux sociaux. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'autre côté du miroir ? Alors, ça a été une période, j'allais dire très intense en tout cas pour nous, parce que forcément, notamment pendant le premier confinement, les gens se sont regroupés sur Instagram notamment pour partager du contenu, pour sûrement se divertir aussi. Et les marques ont pris... je pense un élan de solidarité. En tout cas, elles ont vraiment voulu apporter un petit peu leur pierre à l'édifice, à la fois en apportant du divertissement aux utilisateurs et aussi en montrant leur solidarité au corps médical, aux associations. Donc il y a énormément de contenu et des choses qui ont été faites pour soutenir ce premier confinement avec une solidarité vraiment au centre de leurs actions. Donc par exemple, elles invitaient des créateurs de contenu. Je sais pas, il y avait par exemple des cours de yoga qui ont été faits grâce au live sur des comptes de marque, des prises de parole. Par exemple, Charlotte Husson, qui est la fondatrice de Mr K, a fait intervenir des philosophes
pour parler de certains sujets directement sur son compte. Donc il y a eu assez de contenu comme ça, et il y avait eu aussi un élan de solidarité, puisqu'à cette époque-là, les marques ont vraiment décidé d'arrêter la livraison et de reporter leur livraison à la fin du confinement. Il y a eu aussi beaucoup de soutien en reversant des dons directement aux associations qui étaient liées aux commandes passées par les utilisateurs. Le deuxième confinement a été un petit peu différent. Déjà, je pense que même nous, en tant que citoyens, peut-être qu'on avait une autre façon d'aborder ce confinement. Puis il y a eu sûrement beaucoup plus de personnes qui sont allées aussi travailler et qui se sont déplacées. Mais du coup, à la veille de Noël, les marques ont eu plutôt une stratégie, en tout cas, de développement de contenu un petit peu plus différente, plutôt sur suggérer justement des listes de Noël, comment on pouvait mettre en place du click et collect, puisque beaucoup d'entre eux n'avaient pas forcément de site internet, et donc du coup, comment on a aidé aussi des nouvelles entreprises à passer un peu ce pas et ce cap de la digitalisation. Donc je dirais que cette année, quand même, ce qui est important et peut-être une bonne nouvelle aussi pour la France, parce qu'on était un petit peu en retard sur la digitalisation et notamment des marques, c'est d'avoir aidé, d'avoir encouragé les marques à avoir une meilleure présence sur le digital, et du coup de peut-être gagner presque 5 ans dans la digitalisation de la France. Vous avez un exemple, une belle histoire de Noël à partager ? Alors des histoires, on en a beaucoup, mais si je reviens sur Charlotte Husson, qui a la marque Mr K, que je vous encourage bien entendu à aller voir. C'est pareil, pendant le confinement, elle a lancé des précommandes sur certaines marques, parce qu'elle est c'est une marque qui est assez éthique et qui fait très attention au stock, donc de ne avoir zéro stock. Et elle a sorti un blouson en cuir pendant le confinement. Et c'est pareil, en quelques heures, son blouson en précommande était sold out. Donc c'est la puissance de la communauté. Je pense que c'est aussi la puissance de ces entrepreneurs à être très proches de leur audience et à être très vrais. Je pense qu'aujourd'hui, un des conseils aussi qu'on peut donner, c'est le plus on est vrai et le plus on est dans la responsabilité et une communication très honnête avec son audience, le plus on arrive à créer des liens, et du coup ça se transforme forcément à un moment donné en vente, et du coup c'est une très très belle réussite en tout cas pour Charlotte. Et en termes d'information, de contenu informationnel, est-ce que vous êtes confronté aux mêmes problématiques que la grande maison Facebook sur les fake news ? Alors, on a je dirais que sur Instagram, on a peut-être la chance, en tout cas, que les contenus soient beaucoup plus des contenus de divertissement ou des prises de parole pour défendre des causes, mais qui est peut-être un peu plus épargné, en tout cas, sur le type de contenus qui sont liés à l'information. Donc, c'est plutôt ça qu'on essaye de mettre en avant et qu'on continue d'essayer d'encourager aussi auprès de notre communauté, nos utilisateurs. Donc, on est assez préservé de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner et on va même terminer d'ailleurs ce grand entretien avec l'interview express. Alors, c'est un format de questions très courtes qui appelle des réponses rapides, Julie Pellet. Je précise d'ailleurs que pour cet exercice, nous sommes allés sur votre compte Instagram. On a cherché des illustrations, des images, des petites vidéos. Donc, moi, je vais vous lancer sur un mot. On va suggérer une réponse illustrée et vous commentez en 2 phrases maximum. Ça vous va ? Très bien. Ok, on démarre. Vos rêves? Plus de bienveillance entre nous. Ça se voit pas à l'écran, mais j'attends mon 2e enfant, donc je ne peux que souhaiter que les mentalités continuent à évoluer, qu'il y ait un peu plus de tolérance, de confiance en soi, sûrement moins de pression. Un lâcher-prise général, ça c'est l'image qu'on a trouvée. Vos peurs? L'immobilité, la passivité, l'inaction. Je pense que ce qui est arrivé récemment dans les événements, que ce soit en France ou au niveau monde, remet beaucoup de choses en cause et on devrait forcément faire évoluer notre société. Vos interrogations? Je pense comme beaucoup de citoyens français aujourd'hui, cette crise actuelle, qu'il soit sanitaire, sociale ou économique, demande à revoir comment on va pouvoir aider toutes les personnes qui ont été touchées ou les entreprises qui ont été touchées et les accompagner dans cette reprise. Votre idée fixe? Les entrepreneurs
les instapreneurs. Je pense que ça, c'est mon idée fixe. Étant fille d'artisan moi-même, j'ai toujours eu à cœur de supporter et d'aider. Et je pense qu'encore davantage cette année, ces personnes et ces entreprises. Et le futur, vous l'imaginez ? Plein d'opportunités. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc ça me va assez bien. Et en fait, je suis assez heureuse de travailler pour une plateforme comme Instagram notamment, qui permet aussi l'ascenseur social et qui permet à des nouveaux talents, que ce soit des entreprises ou des personnes, à se faire découvrir et peut-être à briser ce plafond de verre. Le futur, vous l'imaginez comme ça, mais la prochaine révolution sociale, ce sera quoi ? Elle est déjà en route, la prochaine révolution sociale. Je pense que la jeune génération, cette Gen Z, comme on en parle aujourd'hui, elle n'est pas seulement dans la dénonciation, mais elle est plutôt dans l'action, le progrès, et elle est en train de casser les stéréotypes, les standards de la beauté. Et je pense qu'elle est en train de créer justement un monde qui est bien plus inclusif que ce qu'on a eu auparavant. Donc je suis assez admirative en tout cas de ce qu'ils sont en train de faire et j'espère qu'ils vont continuer de faire. Et vous, dans 5 ans, on vous retrouve où ? J'espère que je serai toujours aussi passionnée par ce que je fais. D'accord. Merci beaucoup, Julie Pellet. Je précise que ces images donc, sont issues de votre compte et qu'elles montrent beaucoup votre préoccupation sur les sujets d'inclusion. Merci, Julie Pellet, responsable du développement d'Instagram en Europe du Sud, d'avoir joué le jeu de ce grand entretien dans Smart Tech. Nous, juste après la pause, on reparle d'un mystère qui dure depuis 40 ans et qu'un astronome pense avoir résolu.